les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Les grandes révélations qu'un homme reçoit dans sa vie sont rares, mais elles transfigurent comme la chance. À l'être passionné de vivre et de connaître, écrivait Camus dans la préface au livre Les îles de son ami Jean Grenier en 1959, le professeur de philosophie qu'il a eu au lycée d'Alger à 17 ans, son ami pour toujours. Son influence est majeure sur le jeune élève. C'est lui qui lui confie un livre qui va le pousser à l'écriture, La douleur, d'André de Richaud. Camus lui fait lire ses premiers écrits. Il lui dédia son premier livre, L'envers et l'endroit, L'homme révolté. Dialogue entre ces deux écrivains et amis dans l'émission Thèmes et controverses, revue radiophonique des idées et des lettres avec le producteur Pierre Cipriot. Albert Camus nous parle de son professeur qui l'a passionné, de la lecture de son livre Les îles, qui est à l'origine de ses préoccupations d'écrivain, nous dit qu'un philosophe doit déranger les lieux communs. Jean Grenier nous parle de l'humanisme, de surnaturel, de divin, des racines célestes de l'homme, de courage, de la liberté, qu'il préfère le sensible à l'intellectuel. Nous avons commencé en 1930 un dialogue qui n'est pas fini, écrivait Jean Grenier. Une correspondance qui devait durer 30 ans et n'être rompue que par la mort, l'accident du 4 janvier 1960 de Camus. Là, nous sommes en 1955, Camus est encore vivant. L'été vient de paraître en 1954, écrit sous l'influence de Jean Grenier. L'été descend des îles, comme il l'écrit. Il recevra le prix Nobel de littérature en 1957. Il nous parle, il nous lit le début de son livre L'étranger, de miséricorde et de douceur, les derniers mots de cette archive. Éternel sur les ondes, comme dans ses livres, comme dans l'écriture. Tout d'abord, les premières pages de L'étranger, écrit en 1939. Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2h et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron, il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit, ce n'est pas de ma faute. Il n'a pas répondu. Je pensais alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée. Et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai pris l'autobus à 2h. Il faisait très chaud. J'ai mangé au restaurant chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi et Céleste m'a dit « on n'a qu'une mère ». Quand je suis parti, ils m'ont accompagné à la porte. J'étais un peu étourdi parce qu'il a fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il a perdu son oncle il y a quelques mois. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela, sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet, et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir plus à parler. Voici maintenant les premières pages de La Peste, écrit en 1943. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture de la côte algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes ni froissement de feuilles, un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le printemps,
s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est de chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat? Tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour ces joies simples, ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant les autres jours de la semaine de gagner beaucoup d'argent. Le soir, lorsqu'ils quittent leur bureau, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés, ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leur balcon. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de bouleman, les banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeu sur le hasard des cartes. On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute rien n'est plus naturel aujourd'hui que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café et en bavardage le temps qu'il leur reste pour vivre. Mais il est des villes et des pays où les gens ont de temps en temps le soupçon d'autre chose. En général, cela ne change pas leur vie, seulement il y a eu le soupçon et c'est toujours cela de gagner. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçon, c'est-à-dire une ville tout à fait moderne. Il n'est pas nécessaire en conséquence de préciser la façon dont on s'aime chez nous. Les hommes et les femmes ou bien se dévorent rapidement dans ce qu'on appelle l'acte d'amour, ou bien s'engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n'y a pas souvent de milieu, cela non plus n'est pas original. À Oran comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s'aimer sans le savoir. Ce qui est plus original dans notre vie est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Difficulté d'ailleurs n'est pas le bon mot, et il serait plus juste de parler d'inconfort. Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut en quelque sorte se laisser aller. Un malade a besoin de douceur, il aime à s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. Qu'on pense alors à celui qui va mourir, pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu'à la même minute, toute une population au téléphone ou dans les cafés parle de traite, de connaissements et d'escomptes. On comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survient ainsi dans un lieu sec. Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on ne doit rien exagérer. Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ses journées sans difficulté aussitôt qu'on a ses habitudes. Du moment que notre ville favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute, la vie n'est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre. Et notre population franche, sympathique et active a toujours provoqué chez le voyageur une estime raisonnable. Cette cité sans pittoresque, sans végétation et sans âme finit par sembler reposante et on s'y endort enfin, mais il est juste d'ajouter qu'elle s'est greffée sur un paysage sans égal, au milieu d'un plateau nu entouré de collines lumineuses et devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos à cette baie et que partant, il soit impossible d'apercevoir la mer qu'il faut toujours aller chercher. Voici maintenant les dernières pages de Le désert, extrait du recueil Noces, écrit en 1937. Des millions d'yeux, je le savais, avaient contemplé ce paysage florentin, et pour moi, il était comme le premier sourire du ciel. Il me mettait hors de moi au sens profond du terme. Il m'assurait que sans mon amour et ce beau cri de pierre, tout était inutile. Le monde est beau, et hors de lui, point de salut. La grande vérité que patiemment il m'enseignait, c'est que l'esprit n'est rien ni le cœur même, et que la pierre chauffée par le soleil ou le cyprès que le ciel découvert agrandit
limite le seul univers où avoir raison prend un sens, la nature sans homme. Et ce monde m'annihile. Il me porte jusqu'au bout, il me nie sans colère. Dans ce soir qui tombait sur la campagne florentine, je m'acheminais vers une sagesse où tout était déjà conquis, si des larmes ne m'étaient venues aux yeux, et si le gros sanglot de poésie qui m'emplissait ne m'avait fait oublier la vérité du monde. C'est sur ce balancement qu'il faudrait s'arrêter, singulier restant, où la spiritualité répudie la morale, où le bonheur naît de l'absence d'espoir, où l'esprit trouve sa raison dans le corps. S'il est vrai que toute vérité porte en elle son amertume, il est aussi vrai que toute négation contient une floraison de oui, et ce chant d'amour sans espoir qui naît de la contemplation peut aussi figurer la plus efficace des règles d'action. Au sortir du tombeau, le Christ ressuscitant de Piero della Francesca n'a pas un regard d'homme. Rien d'heureux n'est peint sur son visage, mais seulement une grandeur farouche et sans âme que je ne puis m'empêcher de prendre pour une résolution à vivre. Car le sage, comme l'idiot exprime peu, ce retour me ravit. Mais cette leçon, la dois-je à l'Italie ou l'ai-je tirée de mon cœur? C'est là-bas sans doute qu'elle m'est apparue. Mais c'est que l'Italie, comme d'autres lieux privilégiés, m'offrait le spectacle d'une beauté où meurent quand même les hommes. Ici encore la vérité doit pourrir, et quoi de plus exaltant? Même si je la souhaite, qu'ai-je à faire d'une vérité qui ne doive pas pourrir? Elle n'est pas à ma mesure, et l'aimer serait un faux semblant. On comprend rarement que ce n'est jamais par désespoir qu'un homme abandonne ce qui faisait sa vie. Les coups de tête et les désespoirs mènent vers d'autres vies et marquent seulement un attachement frémissant aux leçons de la terre. Mais il peut arriver qu'à un certain degré de lucidité, un homme se sente le cœur fermé, et sans révolte ni revendication tourne le dos à ce qu'il prenait jusqu'ici pour sa vie, je veux dire sans agitation. Si Rimbaud finit en Abyssinie sans avoir écrit une seule ligne, ce n'est pas par goût de l'aventure, ni renoncement d'écrivain, c'est parce que c'est comme ça, et qu'à une certaine pointe de la conscience, on finit par admettre ce que nous nous efforçons tous de ne pas comprendre selon notre vocation. On sent bien qu'il s'agit ici d'entreprendre la géographie d'un certain désert, mais ce désert singulier n'est sensible qu'à ceux capables d'y vivre sans jamais tromper leur soif. C'est alors, et alors seulement, qu'il se peuple des eaux vives du bonheur. À portée de ma main, au jardin Bobolli, pendaient d'énormes kakis dorés dont la chair éclatée laissait passer un sirop épais. De cette colline légère à ses fruits juteux, de la fraternité secrète qui m'accordait au monde, à la fin qui me poussait vers la chair orangée au-dessus de ma main, je saisissais le balancement qui mène certains hommes de l'ascèse à la jouissance et du dépouillement à la profusion dans la volupté. J'admire ce lien qui au monde unit l'homme, ce double reflet dans lequel mon cœur peut intervenir et dicter son bonheur, jusqu'à une limite précise où le monde peut alors l'achever ou le détruire. Florence, un des seuls lieux d'Europe où j'ai compris qu'au cœur de ma révolte dormait un consentement. Dans son ciel mêlé de larmes et de soleil, j'apprenais à consentir à la terre et à brûler dans la flamme sombre de ses fêtes. J'éprouvais, mais quel mot, quelle démesure, comment consacrer l'accord de l'amour et de la révolte? La terre, dans ce grand temple déserté par les dieux, toutes mes idoles ont des pieds d'argile. Je voudrais qu'Albert Camus, qui fut élève de Jean Grenier en classe de philosophie, fixe pour nous quelques souvenirs. J'ai connu Grenier il y a 25 ans, j'en avais donc 17, et il a été mon professeur de philosophie. J'ai l'impression que Grenier jouait un peu un rôle, c'est-à-dire qu'il essayait d'être un professeur tout à fait scolaire. Il y réussissait fort mal, je dois dire, et c'est la raison pour laquelle j'ai tout de suite été passionné et, en somme, influencé directement par ses cours et par sa manière d'enseigner. Et par la suite, comment avez-vous vu cette œuvre se développer? Cette œuvre est venue à moi plutôt que je ne suis venu à elle, et j'ai lu, en somme, le livre de mon professeur. Ce livre s'appelait « Les îles ». Les îles ont joué pour moi et pour un certain nombre de jeunes gens que je connais le rôle qu'a joué un autre livre, Les nourritures terrestres, pour d'autres jeunes gens de la même génération d'ailleurs. Les nourritures terrestres n'ont pas joué pour moi le même rôle, attendu que, jeune barbare vivant en Afrique du Nord, je n'avais pas trop besoin qu'on m'apprenne à jouir directement de l'existence, mais j'avais besoin peut-être qu'on m'apprenne à sentir d'abord et, s'il était possible, à penser ensuite. Et le livre de Grenier, Les îles, ont
a découvert pour moi une sorte d'univers de l'intelligence et de la sensibilité qui m'a touché directement, je dois dire, d'abord par des moyens d'art, comme il est naturel pour un très jeune homme. Je trouvais, et je trouve toujours, car c'est un livre que je n'ai pas cessé de relire depuis 25 ans, que depuis Chateaubriand et Barrès, on n'avait pas écrit le français de cette manière-là. Je veux dire qu'à cette langue qui passe pour un peu sèche et froide et un peu angulaire, Grenier a su donner une sorte de mollesse, de flexibilité, une musique en somme, qui personnellement m'a transporté. Et je dois dire que de ce point de vue, ce livre est à l'origine de mes propres préoccupations et de mes ambitions d'écrivain. Ma conception générale n'est pas humaniste, parce que l'humanisme tel qu'on l'entend d'habitude correspond à une conception, il me semble, très étroite, très limitée de l'homme et de l'humain. Et justement, ce qui m'a beaucoup intéressé dans les pensées d'Extrême-Orient, que je suis scandalisé de voir tellement négligées encore maintenant, parce qu'elles représentent quand même une partie si importante de l'humanité, eh bien, j'ai été frappé de voir que dans ces pensées, il y avait quelque chose, s'il y a un humanisme, il est en tout cas très différent d'une autre. Ordinairement, quand on s'attache à cette notion d'homme, on aboutit toujours à considérer un type privilégié, le sage pour la philosophie antique, le saint pour tout le christianisme. Vous évitez cette classification par type. J'évite cette classification par type, d'ailleurs, tout simplement parce que je ne peux pas faire autrement, tout simplement. À vrai dire, si j'ai écrit, c'est parce que je me sentais poussé à écrire, mais je n'avais pas souvent d'idées extrêmement préconçues sur ce que je dirais. Il me semble que j'ai toujours considéré l'homme et l'humain par rapport à deux pôles, c'est l'animal et, disons, le surnaturel, le divin. Or, ce sont ces deux choses-là qui m'ont le plus intéressé. Ce qui m'a intéressé, c'est justement ce qu'il y avait chez l'homme, cette partie qu'il y avait chez l'homme d'animal et de divin. Ne croyez-vous pas, Albert Camus, que nous sommes là devant une étude de l'homme qui tranche par rapport aux philosophies traditionnelles? Enfin, je pense au cartésianisme, par exemple, quand Descartes cherchait à définir l'homme, il définissait l'homme comme une pensée pure, pensée qui pouvait se multiplier à l'infini et créer entre les différents sages qui parlaient la même langue une sorte d'unanimité. Oui, je crois que, sauf erreur, il est difficile de dire que Grenier est un humaniste. Il me semble qu'on ne le trahirait pas trop, mais il nous dira ce qu'il en pense. Si on disait que pour lui, l'homme est beaucoup plus et beaucoup moins que l'homme, et qu'il a le souci constant de retrouver ses doubles racines, si j'ose dire, ses racines naturelles et ses racines célestes, et qu'il erre en somme sur le règne humain en cherchant à boucher tous les trous et à faire en sorte que l'homme ne soit pas cette chose isolée entre la nature et ce qu'on peut appeler Dieu. Peut-on dire que Jean Grenier est un philosophe? Parce que la philosophie, entendue au sens strict, c'est précisément cet effort pour nous limiter nous-mêmes, pour nous définir nous-mêmes le plus étroitement possible, pour retrouver le chemin qui nous conduit à nous-mêmes. Naturellement, les professeurs de philosophie ne trouveront pas que c'est un philosophe, mais les professeurs de philosophie n'ont jamais trouvé que ceux qui n'étaient pas professeurs n'étaient pas philosophes, malgré Platon, malgré Descartes, malgré Spinoza, malgré tous les grands noms de la philosophie. Ceci dit, pour moi, Grenier, en plus d'un artiste, et parce qu'il est un grand artiste, et représente justement le type du philosophe, je veux dire celui qui pose ce que Chesterton appelait les questions dernières. Puisque vous avez parlé de racines célestes, ou plutôt je crois que c'est Albert Camus qui a parlé de racines célestes tout à l'heure, d'origine céleste, il est certain que c'est une chose qui m'a toujours préoccupé, comme je crois énormément d'hommes, n'est-ce pas, de point de vue. C'est le fait que l'homme est un peu étranger au monde, dans lequel il est pourtant destiné à vivre, qu'il y a un certain malaise qui quelquefois va très loin à ce point de vue-là, le problème de la mort, et ainsi de suite, et que finalement la vie monastique peut paraître par exemple comme un idéal de perfection et de bonheur. Oui, votre écriture qui peut paraître placide, au fond constamment cache des pièges, et vous nous présentez la condition de l'homme comme une condition sans cesse menacée. Mais comment alliez-vous
cette philosophie du risque avec la philosophie du courage qui est au fond le dernier mot de votre morale? Je ne sais pas si j'ai une philosophie du courage, puisque j'essaie au contraire d'éviter le risque, et que je voudrais... je le sens de tous les côtés, particulièrement celui de la maladie, de la vieillesse, de la mort. Vous avez constamment insisté pourtant sur la nécessité d'un choix qui au départ peut être arbitraire, mais qui étant posé en fonction d'une haute idée que nous avons, non pas de nous-mêmes, mais de la destinée humaine, nous oblige à nous aligner sur un ordre de valeurs. C'est ce que j'appelle précisément peut-être le courage, enfin abusivement, mais je crois que c'est également du courage intellectuel. Oui, je crois que le choix est nécessaire, mais je ne sais pas s'il est possible. En tout cas, il est très difficile à faire. Et j'admire ceux qui le font véritablement, ceux qui prennent vraiment leurs risques, ceux qui n'ont pas peur de rester, enfin, comme nous le sommes presque tous à cheval, entre deux selles. Oui, je trouve que c'est très, très bien de le faire, que c'est très bien de parier sur ce qui est le tout. Vous êtes constamment revenu dans vos livres sur la sensibilité du XXe siècle en la définissant comme une sensibilité d'indifférence. Par rapport à cette sensibilité d'indifférence que vous avez analysée, êtes-vous à l'intérieur de l'indifférence ou en dehors de l'indifférence? Je voudrais y être dans l'indifférence. Je n'y suis malheureusement pas. Je voudrais y être, et c'est pour cela que justement, ce qui m'est apparu comme un des aspects, disons, du divin, c'est justement cette possibilité d'indifférence qui, je crois, est malheureusement refusée à l'homme, qui est obligé de trouver quelque chose en contrepartie. C'est la fidélité, par exemple, c'est le courage, des choses comme cela. Et constamment, il semble que, en deçà de votre métaphysique, il y a toujours des problèmes locaux, précis, singuliers, qui reprennent l'homme dans votre pensée. Constamment, vous êtes obligé de revenir à la morale, de revenir à la vie sociale. Est-ce une nécessité dialectique ou une nécessité de tempérament? Ou simplement une nécessité tout court, le fait de vivre, tout simplement? Oui, il y a deux choses dans ce que vous dites. Voilà, je crois tout simplement que, d'une part, je ne peux parler de quelque chose véritablement que lorsque je l'ai senti, lorsque je l'ai éprouvé, lorsque je la touche, pour ainsi dire, lorsque j'ai un point de contact. Par conséquent, il faut que ce soit pour moi un problème de sensibilité avant d'être un problème intellectuel. J'essaie d'éclaircir ces choses-là, de les transformer en autre chose que des contacts, et c'est tout ce que j'ai pu essayer de faire. Maintenant, vous me parlez de questions sociales, etc. Je suis très mal à l'aise dans ces questions-là, dans cette espèce d'enserrement de l'individu, n'est-ce pas, dans la société, mais je n'ai rien pour et maintenant rien contre, en tout cas. Enfin, dans la mesure où vous auriez à prendre parti sur les diverses définitions de l'homme, je crois qu'il y en a deux au fond, l'une qui définit l'homme par son intériorité, l'autre qui le définit par les rapports qui le lient à un milieu social ou à un milieu biologique. Oui. De quel côté seriez-vous? Eh bien, je vous répondrai que je laisse à beaucoup d'autres le soin d'être du second côté. Parce que ils sont tellement nombreux à notre époque, et d'ailleurs j'en approuve beaucoup, que je ne vois pas pourquoi je me mettrais à leur place. Alors on comprend qu'au fond, toute cette analyse de l'indifférence que vous avez si souvent prise, et qui revient d'ailleurs dans ce livre sur l'humain, a chez vous une sorte de valeur critique, c'est une façon de nettoyer le monde devant l'homme et de tout ouvrir à son intelligence. Qu'en pensez-vous, Albert Camus? Je crois simplement que sur la question précise que vous avez posée à Grenier, il n'a pas envie de venir au secours de la victoire. C'est le propre des esprits distingués. Et en effet, aujourd'hui, l'explication économique et même biologique est un peu la tarte à la crème. Si un philosophe doit avoir un rôle, c'est d'essayer de déranger les lieux communs. Évidemment, nous devons obéir chacun à notre vocation, n'est-ce pas? Je n'ai pas à parler de choses pour lesquelles je ne me sens pas fait. Et en même temps, vous êtes persuadé que chacun, au départ, offre une sorte de terrain plastique
et qu'il appartient à chacun de définir sa propre nature par son acte, par son action, en sorte que ce moment du choix que vous laissez au gré de chacun est pour vous capital. Oui, c'est assez juste, c'est assez vrai. Est-ce que ça ne vous rapprocherait pas trop d'une attitude existentialiste, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas quelques nuances à ajouter à une définition de cet ordre? Oui, ce qui me gêne dans l'existentialisme, c'est justement la manière dont l'existentialisme traite le problème de la vérité. Bien entendu, je crois que si j'avais à parler de cela aujourd'hui, n'est-ce pas, enfin ne serait-ce qu'à moi-même, je ne redirais pas toujours ce que j'ai pu écrire. Je crois qu'il y a une vérité. Je ne sais pas toujours quelle elle est, mais je crois à la vérité. Par conséquent, rien que cela, quand on croit à la vérité, cela vous sépare beaucoup des existentialistes. Mais par le fait même, vous semblez nier qu'il y ait la possibilité d'une sorte de communauté de penseurs à notre époque. Chacun travaille un peu dans son coin et parle une langue pour lui, avec son public à lui, mais sans qu'il y ait le circuit souhaitable qui pourrait précisément établir cette communauté de vérité. Parce que la vérité, au fond, elle a besoin d'être partagée. Et pas simplement par ceux qui lisent leur auteur favori. Je ne sais pas si elle a besoin d'être partagée. Enfin, il semble... Elle a besoin d'être vécue aussi. Elle a peut-être, oui, besoin d'être vécue, mais enfin partagée, et partagée par un grand nombre, je n'en suis pas sûr, n'est-ce pas? Parce qu'il faut encore en être digne. Nous ne sommes pas tous dignes de connaître la vérité ou même de la chercher. Et à ce point de vue-là, je pense qu'il faut souhaiter pour les autres le bonheur, mais la vérité, il faut la souhaiter aussi seulement. C'est une autre question. Eh bien, pourriez-vous, Albert Camus, interpréter cette réserve, cette modestie de Jean Grenier en fonction même de sa doctrine? Eh bien, je crois que la modestie est une vocation de l'esprit et que, par exemple, en ce qui concerne la position de Grenier sur le problème du choix, s'il n'admettrait pas la thèse très contemporaine que chaque homme est responsable absolument de lui-même, c'est que tout simplement il trouve que c'est une position un peu orgueilleuse et qu'il sait très bien que si nous sommes en effet responsables de beaucoup de choses en nous et dans notre vie, eh bien il y a aussi beaucoup de choses dont nous ne sommes pas responsables. Oui, c'est d'autant plus frappant que pour Jean Grenier, au fond, je crois qu'il n'y a aucun rapport entre cette nature de l'homme et puis le monde qui est extérieur à l'homme. Il n'y a aucune harmonie préétablie. Le choix que nous pouvons faire de nous-mêmes, s'il est conforme à notre dignité, nous n'avons pas à en être récompensés. Oui, je crois simplement qu'une autre des originalités de Grenier, et celle-là est alors percutante, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de prononcer sur la place publique le mot de justice, il préférerait sans doute prononcer le mot de miséricorde ou de douceur. C'était Albert Camus et Jean Grenier en 1955, première diffusion le 2 décembre sur la RTF France 3 nationale dans l'émission Thèmes et controverses. À la radio, l'éphémère est éternel. Vous pouvez réécouter éternellement cette émission à télécharger sur franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.